Bienvenue à toutes et à tous déjà, et puis ce soir on va parler des rubis et des saphirs de Mogok. Il y a beaucoup de pierres précieuses à Mogok, mais les rubis et les saphirs sont ce qui ont assuré la réputation internationale de ce territoire assez hors du commun. Et donc ici vous avez l'image, quand on se rend à Mogok, je m'y suis rendu à l'occasion de 2 voyages, en 2013 et en 2016. Quand on se rend à Mogok, c'est un des marchés dans lesquels vous pouvez acheter des pierres précieuses dans la rue. Donc une image très traditionnelle, très très loin de l'image de la place Vendôme. C'est ça que vous allez trouver place Vendôme. Et ça, c'est un peu plus difficile à trouver à Mogok. Parce que vous trouverez quelques saphirs présentés sur les marchés de Mogok, mais les beaux rubis, il n'y en a pas sur les marchés de Mogok parce qu'ils sont achetés avant d'être trouvés. Donc, vous les trouverez uniquement dans la haute joaillerie parisienne, par exemple, et à travers le monde, bien sûr. Donc, ce qui est remarquable dans les rubis, particulièrement de cette région de Mogok, en Birmanie, c'est qu'ils sont extrêmement lumineux, ce qui, je pense, est illustré à peu près correctement sur les diapos, même si c'est extrêmement difficile de bien photographier un rubis exceptionnel. Et le même commentaire s'applique à peu près au saphir, donc c'est pour ça que j'en ai mis 2 de chaque, pour que vous ayez une petite idée que c'est quelque part dans ce domaine-là que vous allez trouver l'apparence des pierres. Vous avez un bleu qui tend un tout petit peu vers le violacé et qui a un petit côté que l'on dit velouté, qui est dû à la diffusion de la lumière, on en reviendra un peu plus tard. Donc ce sont des pierres vraiment exceptionnelles, et c'est surtout les rubis qui ont établi la réputation internationale depuis fort longtemps, depuis... On pense à peu près au moins 2000 ans, c'est documenté que les rubis de Mogok font partie des plus beaux rubis du monde. C'est quand même assez étonnant, vous noterez qu'un gisement survive pendant 2000 ans. Voilà, ça mériterait commentaire, on n'a pas le temps de tout faire. Alors en France, la vallée de Mogok a été rendue encore plus dans notre inconscient collectif comme un endroit exotique et attrayant grâce à Joseph Kessel, qui a publié un livre qui s'appelle La vallée des rubis, et la vallée des rubis n'est autre que la vallée de Mogok, en fait. Puisque c'est surtout pour les rubis qu'elle est connue, ça vous l'aviez certainement réalisé. Alors, c'est un livre que je vous encourage à lire, il est régulièrement réédité, qui vous raconte les aspects assez traditionnels de la vie de Mogok. Ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qui s'y passe aujourd'hui, mais néanmoins, on retrouve certaines caractéristiques culturelles qui sont vraiment sympas. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles c'est un peu exceptionnel de parler de Mogok, c'est qu'on n'a pas le droit d'y aller quand on est étranger. Normalement, et pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans même, l'accès de la vallée de Mogok a été interdit aux visiteurs étrangers, mais pas aux Birmans. Les Birmans peuvent y aller, mais pas les étrangers. Donc c'est la raison de cette pancarte qui se trouve à l'entrée de la vallée, et il y a des contrôles. Alors quand on y va avec des Birmans, c'est toujours beaucoup plus facile que si on essaie d'y aller tout seul. Donc voilà un petit peu comment ça se présente, la vallée de Mogok, et cette photo n'est pas du tout choisie au hasard, puisqu'on y voit 2 croix chrétiennes, ce qui peut surprendre en pleine Haute-Birmanie, puisque c'est un endroit qui est extraordinaire à plus d'un titre. C'est un endroit qui est très beau, pour commencer. C'est un endroit qui est plein de pierres précieuses, ça vous l'avez réalisé. C'est aussi un endroit qui est remarquable du point de vue humain, puisqu'il y a 3 religions qui y cohabitent majoritairement. Vous avez bien sûr les bouddhistes, il y a aussi énormément d'hindous, à peu près un tiers de la population, et il y a des chrétiens et quelques musulmans qui sont relativement discrets. Donc c'est un lieu de cohabitation humaine assez intéressant. Alors c'est où? Donc la Birmanie, pour ceux qui auraient des souvenirs un peu rouillés de leur cours de géographie, c'est donc à l'est de l'Inde. C'est dans cet ensemble qui a été pas mal remanié au cours de l'histoire géologique. Alors, si on s'intéresse à la Birmanie elle-même, ici vous en avez une carte, et vous voyez que c'est un pays qui est tout en longueur, et qu'on peut diviser d'ailleurs d'un point de vue géologique en 3 bandes, avec la vallée centrale étant la bande du centre. Et puis il y a une 4e bande qui pourrait être l'extrême est du pays. C'est un pays qui est en fait relativement riche. Pendant longtemps, ça a été le grenier aride de l'Asie. Donc, la capitale, c'est Rangoon. Mandalay, c'est la capitale du centre du pays, si je puis dire.
logiquement, ça devrait être la capitale. Alors quand je dis que la capitale c'est Rangoon, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont comme Brasilia une capitale complètement synthétique qu'ils ont mis dans le pays. J'ai oublié son nom d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas très intéressante à voir. Et c'est à partir de Mandalay qu'on va à Mogok. Alors, dans le temps, on suivait le fleuve de l'Irrawaddy, vous voyez, qui passe juste à l'ouest de Mandalay, enfin, dans Mandalay d'ailleurs. Et on suivait l'Irrawaddy et après on remontait la vallée de Mogok. Vous voyez une route qui est mentionnée. Alors, route, c'est un terme ambitieux. Et puis, ils ont construit en fait une nouvelle route pour aller de Mandalay à Mogok, parce que la précédente était d'abord en mauvais état et deuxièmement, c'était un passage où on risquait de se faire attaquer souvent. Alors, pourquoi Mogok c'est si intéressant que ça? C'est une raison géologique. Dans les, on va dire, les 50 derniers millions d'années, vous avez le sous-continent indien, qui ici est représenté dans sa forme actuelle, donc je triche un peu, qui est rentré en collision avec la plaque eurasienne en haut. Et sur la partie tout à fait droite de cette collision, vous avez la Birmanie. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Birmanie? La Birmanie a été poussée, si vous voulez, sur le côté et en avant vers la Chine, et ça a déchiré en quelque sorte le pays en 3 ou 4 secteurs quasiment parallèles à l'axe du pays. C'est ces unités géologiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc les roches ont été beaucoup mélangées, beaucoup remuées, portées à des hautes températures, il y a eu pas mal de circulation de fluide, et tout ça, ça peut être des facteurs favorables, ça dépend des roches de départ, mais ça peut être des facteurs favorables pour créer des gemmes. Donc de nombreux minéraux, d'ailleurs, il n'y a pas que les gemmes à Mogok. Alors, dans la région de Mogok, Mogok est connu pour son marbre. On parle du marbre de Mogok. Alors, le marbre, c'est quoi? C'est de la calcite, et vous avez dans ce marbre, qui est donc du calcaire recristallisé, si vous voulez, les cristaux, mais énormes, 30 cm, c'est pas rare, celui-là fait à peu près ça. Donc vous vous dites, oula, ça a dû chauffer quand même là-dedans, parce qu'on a refait des cristaux, mais dans un marbre normal, les cristaux sont tout petits. Ici, ils sont gigantesques. Et alors, en plus, si vous regardez avec grande attention la photo, vous voyez une espèce de striation horizontale. Alors ça, techniquement, ça s'appelle les macles par déformation, mais c'est ce qui vous montre dans le marbre que celui-ci est encore, à l'heure actuelle, déformé, c'est-à-dire que le sous-continent indien continue à pousser, et ces déformations continuent, et donc la sauce continue à circuler, et il doit se former encore des rubis et des saphirs à l'heure actuelle dans le coin de Mogok. Donc c'est un processus qui est en cours, ce n'est pas du tout quelque chose de fossile. Alors, la vallée de Mogok elle-même, ça fait grosso modo une 50aine de kilomètres par une dizaine de kilomètres de large. Là, je ne représente qu'une partie, la partie où il y a le plus de mines. Pour faire simple, il y a environ 1200 à 1500 mines, ça dépend si vous comptez un trou comme une mine ou pas. Pour aller à l'autre extrémité de la description, on chuchote qu'il y a 100 milliardaires dans la vallée. Alors ça, on ne m'a jamais autorisé à le publier, mais on ne m'a jamais contredit non plus. Donc, vous prenez ça pour ce que ça vaut. Alors, Mogok est situé en bas à droite, si je puis dire, sur la photo. Et c'est entouré de terrains assez variés. Alors, vous avez le fameux marbre, c'est ce qui est en bleu. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce qui domine, en fait. C'est ce pourquoi Mogok est connu, mais ce n'est pas du tout ce qui domine. Vous avez d'autres terrains, des granites, des terrains métamorphiques, le gneiss de Mogok, avec grande variété. Vous avez même des roches basiques ou ultra-basiques. On trouve à Mogok des péridogèmes immenses, très grands, qui étaient les plus grands jusqu'à la découverte de ceux du Pakistan il y a une trentaine d'années. Donc c'est vraiment inhabituel de trouver au même endroit, vous voyez, un gisement de rubis et de saphir, accessoirement, c'est le même minéral avec des couleurs différentes, mais aussi de péridot, mais aussi de spinels qui viennent aussi des marbres, etc. etc. Donc c'est vraiment un endroit un peu hors du commun quand même. Et j'espère vous l'illustrer par quelques photos. Alors, quand on va parler de rubis, autant vous dire un peu ce que c'est. Alors, le rubis, c'est l'oxyde d'aluminium, c'est tout bête, comme formule chimique, c'est L2O3. Et puis, vous mettez un peu de chrome dedans, parce que c'est quand même plus joli, L2O3, c'est incolore. Si vous mettez du chrome dedans, c'est rouge. Alors, si vous mettez la bonne quantité comme il faut, ça vous fait du rubis. Donc, le rubis, vous voyez, un magnifique exemplaire de rubis de Mogok, 20 carats, qui est passé en Suisse il y a 3 ans.
On n'en voit pas souvent des comme ça, mais c'est ces pierres-là qui maintiennent la réputation de cet endroit. C'est parce qu'elles sont vraiment totalement exceptionnelles. Trouver un rubis de Mogok de plus de 3 carats, ça devient carrément difficile. 10 carats, c'est exceptionnel. 20 carats, c'est ultra rare. Hein. Et quand ils sont plus gros, généralement, ils sont moches. Alors, pourquoi c'est rouge ? J'ai été assez ambitieux pour vous montrer un spectre d'absorption de la lumière visible en haut. Là. Alors, vous reconnaissez quand même l'arc-en-ciel, j'espère. Bon. Alors, ce que je vous montre là-dedans, c'est ce qui disparaît de l'arc-en-ciel, en fin de compte, ce qui est absorbé. Et vous voyez qu'en fait, ce qui passe, ce qui reste en plus grande quantité, c'est le rouge. Ça ne devrait pas trop vous surprendre, vu que le rubis, c'est rouge. Et il reste un petit peu de bleu aussi. Donc, c'est jamais rouge-rouge, le rubis. Il y a plus rouge que le rubis. C'est rouge, mais c'est un rouge pourpre, ce qu'on apprécie peut-être mieux sur la photo d'inclusion en dessous. Mais ce que ça a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, si, c'est rouge quand même. Pourquoi ? Parce que ça émet de la lumière. Vous voyez le petit schéma là à droite, sa émission. Alors le chrome, non seulement il absorbe la lumière, mais il va prendre l'énergie qu'il a absorbée et la transformer en lumière, et cette lumière sera rouge aussi. Donc c'est une pierre qui sort vraiment de l'ordinaire, parce qu'à la fois elle absorbe, donnant une couleur rouge, et elle émet aussi donnant une couleur rouge. D'ailleurs, pour l'anecdote, le rubis, ça a été le premier matériau laser en 1960. Donc ses propriétés de luminescence sont pour le moins bien connues. Et une petite photo ici d'une inclusion fluide dedans, parce que tout ça, le rubis il cristallise parce qu'il y a des fluides qui circulent. Pour cristalliser du rubis, donc de l'oxyde d'aluminium, il ne faut pas trop de silicium, qui est le truc qui se trimballe partout dans la croûte terrestre. Et si vous mettez de l'aluminium et du silicium ensemble, ça vous fait des aluminosilicates, pas forcément banal, mais c'est moins rigolo. Donc, il faut des roches pauvres en silicium, et ce n'est pas si courant que ça, en fait. Donc, il faut trouver des moyens de trouver des roches pauvres en silicium, et dans lesquelles on arrivera quand même à avoir du chrome. Alors, en fait, on peut lire l'histoire des rubis dans leurs inclusions. C'est les petits trucs qu'on voit au microscope. Alors, vous voyez d'ailleurs en haut à gauche que, en fait, ces rubis, alors c'est une caractéristique ça, assez étonnante des rubis de Mogok, ils ont souvent des zones incolores. On se dit, bah zut, alors c'est un beau rubis comme ça. Et en fait, ils ont souvent des zones incolores. Et c'est assez typique de la région. Et ça contribue à leur luminosité. Parce que justement, la lumière n'est pas absorbée sur tout son trajet. Ça a une autre allure, c'est connu dans les saphirs aussi, pas ceux de Mogok, plutôt ceux de Ceylan, que lorsque l'on a des zones incolores comme ça dans la pierre, ça la rend plus lumineuse. Alors très souvent, l'aspect velouté des rubis et des saphirs, d'ailleurs, est dû à ce qu'on appelle les soies. Route de la soie, retour d'Orient, etc. Bon, il y a des soies dans les rubis, saviez-vous ? Eh bien, en fait, ce sont des tout petits cristaux de rutile, c'est-à-dire l'oxyde de titane, un truc tout bête, qui se trouvent forcés à s'exprimer sous forme de petits cristaux linéaires très très fins, d'où le terme de soie, et qui donnent un aspect velouté à la couleur, et parfois des effets optiques, ce qu'on appelle des étoiles. On en montrera une ou deux. Et puis à droite, vous avez des trucs globulaires là. Alors les trucs globulaires incolores, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cristaux de calcite. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Eh bien que le rubis s'est formé dans les marbres, parce que c'est de la calcite aussi. Donc ça a enfermé la roche dans laquelle ça s'est formé. Alors vous voyez qu'en bas, ils sont bien incolores, ils sont tous arrondis, ce qu'on appelle corrodés, ce qui veut dire que ça a bien dissous la calcite en même temps qu'on formait le rubis. Donc il y avait un fluide qui était assez costaud. Alors toute cette zone du monde, ça va jusqu'au Vietnam, etc., toute cette zone du monde est connue pour faire des rubis avec des fluides riches en CO2, c'est dans des marbres, ça on s'en douterait, mais aussi riches en soufre, curieusement. Il y a beaucoup de soufre dans les rubis de toute cette région-là. Alors en soufre qu'on va trouver en toute petite quantité. Alors une caractéristique très intéressante, je l'ai déjà mentionné, c'est la luminescence. Alors là, vous avez le King of Mogok, qui est dans les vitrines là-bas, de façon dont vous ne pourrez jamais le tenir, avec une belle lampe derrière, et qui vous montre qu'en fait, il a deux rouges dans la zone qui n'est pas traversée par la lumière, vous avez un rouge un peu plus pourpre, et dans la zone qui est traversée par la lumière, vous avez un rouge que vous percevez par contraste comme un peu plus orange. En fait, c'est ça la luminescence. Vous provoquez de la luminescence sur le trajet de la lumière. Ça se voit très bien. Alors,
Les gens le testent souvent dans l'UV. Alors donc, je vous ai montré des pierres de Mogok vues sous UV, ça luminesce aussi. On fait ça dans le noir, c'est plus facile à voir. C'est pas toujours facile de voir une luminescence excitée par la lumière visible. Donc la lumière de la salle, elle est un peu faiblarde, mais si vous allez dehors en plein jour, un rubis de Mogok, ça va luminescer à cause de la lumière. Et donc, ça va lui donner un aspect très particulier, et ça va notamment attirer votre œil, parce que du coup, ça devient une source de lumière. Alors, en beaucoup plus petit, c'est un peu comme un écran télé, quoi. Quand il y a un écran télé sur une pierre, instinctivement, vous regardez l'écran. Quand il y a un rubis de Mogok, vous regardez le rubis. Voilà. Alors, il y a eu des très gros rubis à Mogok. Alors, il y en a un dont je n'arrive pas à trouver. Tiens, je devrais lui demander à notre ami quelle taille ça avait. Le plus ancien, c'est Big Mama. Alors, il est gros, mais il n'est peut-être pas très très beau. C'est des prismes hexagonaux. Alors, ce n'est pas vraiment hexagonal le rubis, c'est un petit peu moins symétrique que ça, mais ce n'est pas grave. Il doit faire dans les peut-être 2000 carats, mais on ne sait pas si c'est en plusieurs cristaux. On ne sait pas trop où il est. Vous avez le rubis Ixon qui, lui, est très facile à voir parce qu'il est au musée de Los Angeles, qui fait presque 200 carats et qui est très gemme. Vous avez le Castle Ruby qui, lui, est un peu moins gemme, vous voyez, il a l'air moins transparent. Et le King of Mogok, il se défend pas mal. Il est en fait, il y a pas mal de parties gemmes là-dedans. Alors, je ne dis pas que ça vous ferait une gemme de 1700 carats, non. Mais vous pourriez probablement en tirer plusieurs pierres d'assez belle dimension. Donc, à ce titre, c'est une pièce tout à fait exceptionnelle qui était prêtée par Federico Berlorer. Alors, chaque fois que je suis allé à Mogok, il y avait Federico qui est là parce qu'il habite normalement en Birmanie, à Rangoon, et il y va à peu près tous les 15 jours. Donc, il a rabattu tout ce qu'il y avait à rabattre sur Mogok. Donc, de très gros rubis à Mogok, ce qui fait aussi un peu la réputation du truc. Alors, quand vous arrivez à Mogok, avant, il n'y avait qu'un seul hôtel, là, vous y êtes. C'est le Golden Butterfly. Et voilà ce que vous voyez quand vous descendez de votre chambre le matin quand vous vous levez. C'est pas mal quand même. Donc vous avez les brumes qui commencent à se lever sur la jungle, en fait, compte, parce que c'était vraiment que de la jungle aux alentours de Mogok. Et c'est très très beau. Donc Mogok, ça vaudrait le coup d'y aller, même s'il n'y avait pas les rubis. C'est quand même assez exceptionnel. Alors vous voyez la brume qui se lève. Alors on voit évidemment les stupas. Alors, en revenant de Mogok, on me disait comment, il dit c'est simple à Mogok. Si tu regardes une mine, tu te retrouves, tu as un stupa, et l'inverse c'est vrai aussi. Si tu regardes un stupa, tu te retournes, il y a une mine. C'est la vallée où il y a énormément de mines, et donc, pour remercier les dieux, ils ont édifié des stupas, donc c'est souvent un peu au même endroit. Alors, ça, c'était lors du premier voyage, la fine bande. Donc, j'avais été invité par Andrew, qu'on voit à droite, qui est un millionnaire bien connu, qui a un énorme business, une tour de 55 étages consacrée à la bijouterie à Bangkok. Et donc, vous avez derrière la pancarte immanquable, tout le monde va prendre sa photo, Welcome to Rubyland. C'est vous dire si Mogok, c'est la terre du rubis. Là, vous avez la fine équipe du deuxième voyage, avec le sponsor du livre qui est là. On a écrit un bouquin, ça a pris un certain temps, ça a commencé avec Henri, ça s'est terminé avec son frère Kennedy, là, qui est en chemise fluorescente. Et donc, j'en ai quelques exemplaires si ça vous intéresse. En français, ça coûte 40 €. Et donc, il y a moi-même à droite, et Franck Notari à gauche, le propriétaire d'une mine, Kennedy O, qui a sponsorisé le bouquin, Jean-Baptiste Rabouan, juste derrière lui, qui est un grand reporter spécialiste de l'Inde et que j'ai amené dans ce projet pour faire les photos et qui a écrit pas mal de chapitres du bouquin. Candice Kaplan, qui fait de l'archéogémologie en Suisse, et Thomas Heinfang, qui lui est le gémologue du Liechtenstein. Il y en avait un, on l'a trouvé. 36 000 habitants quand même. Alors voilà à quoi ça ressemble, Mogok, vu de là-haut, vu du promontoire, vous voyez. Donc on voit bien que les montagnes sont recouvertes de jungle, très sauvages. Il y avait des tigres à l'époque de Kessel, il n'y en a plus malheureusement. Et puis ils ont commencé à brûler un peu tout autour pour faire des cultures, etc. Mais c'est assez typique cette vue, parce qu'en réalité, quand on détaille, on peut voir au moins 3 mines dans cette vue. Et tout à fait à droite, là, sur la photo, vous voulez la mine de James Bone, où je vais vous emmener tout à l'heure. Voilà, alors, aspect typique, vous avez un mélange de cultures, de mines plus ou moins abandonnées,
c'est-à-dire plus ou moins actives, et d'habitation. Alors ça, c'est ce que vous voyez quand vous vous baladez. Donc ceux qui ne sont pas dans les champs sont en train de chercher des cailloux dans le moindre petit bout de ruisseau. Alors c'est des gens très simples, très accueillants, très souriants. Et là, on commence à voir ce qui fait la richesse de Mogok. Vous voyez ce relief en crête de coque là, dans lequel les gens se baladent et qui drainent, enfin qui orientent les ruisseaux. C'est le fameux marbre de Mogok. C'est un relief de karst, on appelle ça le karst. Il est dissous par les fractures qu'il peut y avoir dues à la déformation. Et puis dans les zones relativement faibles, c'est dissous par l'eau. Et puis donc il reste des espèces de tranches comme ça, et ça vous fait ce relief en crête de coque qui existe à cette échelle-là et à des échelles bien plus grandes. Alors, comme je ne parlerai pas des spinels, je mets juste une diapo pour vous montrer qu'en fait, quand on se balade dans Mogok, ce qu'on vous offre le plus à vendre, c'est des spinels rouges, magnifiques d'ailleurs, très très beaux, fluorescents aussi d'ailleurs. Et c'est une des gemmes pour lesquelles Mogok est très connu en dehors du rubis. Alors voilà la mine de James Bone qu'on voyait sur la photo. Elle a l'avantage d'être juste à l'entrée de la ville. Donc si vous n'avez pas le droit en tant qu'étranger de sortir de la ville, ben, vous pouvez aller chez James. Alors évidemment, il ne s'appelle pas James, il a un nom birman. Et nous, les Européens, on n'est pas du tout fait, les Occidentaux, pour prononcer les noms birmans. Donc j'essaierai de pas trop en prononcer. Ce serait une insulte. En fait, ce que vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils dégagent en fait ces crêtes de coque. Ils récupèrent ce qui s'est déposé, les graviers gémifères qui se sont déposés donc dans tout ce réseau qui s'est créé par dissolution du marbre. Alors ça vous a fait des rivières, ça a fait des cavernes, ça a fait tout ce qu'on connaît dans le centre de la France, dans les pays calcaires, des gouffres, etc. Et là-dedans se sont engouffrés, c'est le cas de le dire, ce qui a été trimballé par l'eau et ce qui a été aussi dissous par l'eau dans le marbre. Donc le marbre a un rôle, il y a plusieurs rôles. C'est dans le marbre qu'on va trouver le rubis, c'est là-dedans qu'il se forme, de même que les spinels. Le marbre, en fait, crée ce piège pour les gemmes qui est le système karstique, les grottes, les trucs comme ça. Donc, en fait, il concentre les graviers gémifères. Et du coup, c'est relativement facile à exploiter parce que, entre guillemets, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Alors, ça implique quand même un peu plus que ça. Il faut dégager quand même tous ces graviers, il faut les laver, et on n'est pas sûr de trouver des gemmes à tous les coups. Ce n'est pas réparti de façon homogène du tout. Donc, certains le font de façon assez industrielle, avec des excavateurs. Ils empilent le gravier, et après, là, ça, c'est en fait, c'est pas un relief naturel, hein, c'est une pile de gravier qu'ils ont fait. Et après, ils le lavent avec un système hydraulique. Ils pompent ce qui ressort, ça passe dans un système qui sélectionne par gravité les pierres les plus lourdes, et le rubis et le saphir en font partie avec une densité de 4, c'est nettement plus lourd que le caillou normal qui est aux alentours de 2,5, 2,7. Donc partout, par terre, vous trouvez des bouts de calcaire, en fait, c'est logique puisque c'est en plein là-dedans qu'on est. Même si vous notez en bas à droite un calcaire légèrement bleu, alors le marbre bleu, c'est là-dedans qu'on va trouver le rubis, alors que le marbre blanc, c'est plutôt là-dedans qu'on va trouver le spinel. Alors, si vous me dites, je ne vois pas trop le bleu, c'est normal. Il est très discret et il est un peu plutôt du côté gris que du côté outre-mer. Mais c'est une subtilité qu'on saisit tout de suite quand on est sur place. Alors, un truc qui est extraordinaire à Mogok, parce que je suis allé me balader sur quand même pas mal de mines de gemmes, c'est qu'il suffit de se baisser et on voit des gemmes. Là, j'ai rien fait particulier, c'est le sol, et en plein milieu de la photo, il y a un spinel rouge. Donc il n'est pas forcément gemme, mais on trouve les choses sur place sans difficulté. C'est très très rare que dans une mine de gemmes, on arrive à voir les gemmes. Généralement, elles sont tout de suite enlevées. Alors il y a plein d'autres choses, des minéralogiques recouvreront, des bouts de quartz, du mica, différents minéraux noirs, enfin bref, il y a des tourmalines par exemple. Et ça, c'est le matériel très très simple dont ils se servent là-bas. Vous voyez, c'est pas compliqué, des petits bancs en bois, des espèces de balais qui sont en fait des bambous qui ont été coupés dans le sens de la longueur. Alors une lame au centre, vous avez une lame en métal. Alors c'est l'outil avec lequel ils trient. Alors ça mérite d'être vu. Ils font ça avec une rapidité incroyable et ils se trompent jamais. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ça depuis qu'ils sont gosses. Donc, en fait, ils ont l'œil, beaucoup plus que nous. C'est pareil, si vous faisiez ça pendant 10 ans, au bout d'un moment, vous deviendrez bon. Et vous voyez que tous les outils sont très simples, faits avec des matériaux traditionnels.
Ici, on est en train d'inspecter donc ce qu'ils mettaient dans le grand conteneur à partir duquel les choses vont être triées par gravité. Vous remarquerez, sur le haut de la colline, il y a une autre mine. Et si vous regardez bien, il y a une tache blanche là aussi sur la colline, il y en a deux même. Ça, c'est des mines aussi. Hein. Je vous dis, des mines, il y en a partout. 1500 dans une vallée. Et voilà ce que James nous a sorti à la fin de la visite. C'est le plateau, plusieurs vues du plateau, dans lequel il y avait ce qu'il avait récolté récemment. Donc j'ai pris les photos des deux plus gros rubis qu'il avait. Vous noterez la différence de couleur d'ailleurs. Il y en a un qui est plutôt du côté pourpre, l'autre qui est plutôt du côté rose. Hein, donc ça représente un ensemble de couleurs. Vous remarquerez en bas à droite qu'il y a quelques saphirs qui traînent là-dedans. Alors, grosso modo, ne nous demandez pas trop pourquoi. Hein, ils ont été ramassés par l'eau et mêlés avec les rubis, parce que normalement, ils ne devraient pas se former là-dedans, mais ils se forment aussi là-dedans, ou du moins ils sont concentrés là-dedans. Alors, vous reconnaissez ces reliefs en crête. Le petit bâtiment, le hangar, là, vous donne un peu l'échelle. Vous voyez que ça fait au moins une bonne dizaine de mètres de haut, ces crêtes de calcaire qui apparaissent noires. Alors ça, c'est une patine donnée par le climat, c'est noir d'encre. Hein. Donc c'est assez solennel et impressionnant. Hein. Et il y a pas mal d'endroits dans Mogok où on trouve ces pierres dressées en quelque sorte. Hein. Et bien souvent sur les pierres dressées, qu'est-ce que vous avez? Des petits stupas pour remercier parce qu'on a trouvé là de belles pierres. Alors ici sur le bord de la route, on voit ce ces crêtes de coque noires. Et là où ils ont cassé le marbre pour faire la route, on voit bien que c'est du marbre d'un blanc étincelant. Hein. Donc c'est blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Alors ça peut donner des choses assez phénoménales. Celui-là, on se demande d'une part comment il tient et comment ils ont réussi à construire un stupa dessus. Alors il y en a quelques-uns, vous voyez, avec des bouts de bambou pour le tenir en position. Celui-là, je l'ai trouvé particulièrement étonnant. Alors la plupart de l'exploitation se fait non pas avec beaucoup de mécanisation, mais on creuse des puits pour atteindre le gravier gémifère, qui est celui qui est le plus profond, et puis on l'extrait avec de simples seaux, et on le trie. Ou même d'ailleurs, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils empilent les choses pendant 1 an, et ils attendent la saison des pluies pour trier avec l'eau. En lavant, par gravité, ils vont séparer ce qui est lourd, donc le rubis, si possible, du reste. Alors ces puits, vous voyez, il n'y a pas de sécurité. On descend en s'accrochant, là, c'est Kennedy qui est dans le puits, là, notre sponsor. Donc on est tous descendus là-dedans. Hein. Ensuite, ça c'est un puits vertical. Après, ça se poursuivait horizontalement, puis on redescendait un peu. Alors, au départ, ça choque un peu. On se dit, mais c'est dangereux ce truc-là. Alors, quand on est birman et qu'on fait ça depuis qu'on est gosse, non. C'est comme grimper sur une échelle pour nous, quoi. Et donc, on est tous descendus et remontés sans trop de problèmes. Beaucoup moins vite que les birmans qui sont plus petits, moins lourds et plus souples que nous. Hein. Notamment Thomas Einfang, que vous avez vu, il est resté coincé à cause de son jean. Il a fallu qu'il redescende pour remonter le jean pour pouvoir passer. Parce que c'est vous dire si nous, on manque de souplesse et de fluidité dans nos mouvements. Donc souvent, ce qu'ils trouvent, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, et dans plein d'endroits, vous allez assez peu de choses. Ça, c'est déjà un assez beau concentré. Ça va être plus d'une journée de travail dans un endroit où il y a des choses. Donc vous voyez, des petites choses essentiellement, parfois des belles couleurs, mais tout petits, pas forcément gemmes, etc. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il suffit de se baisser pour ramasser. Hein. Il y a beaucoup de rubis, mais comme dans tous les gisements, il y en a 95% qui ne sont pas beaux et dont on ne pourra rien tirer. Et puis il y a 5% dont on pourra faire une pierre. Donc ce n'est pas parce qu'on trouve quelques grains de rubis qu'on est riche, loin de là. Alors, maintenant quelques mines. Alors une mine de rubis bien connue, c'est Balanji. Alors ça veut dire Big Hill en birman, si j'en crois notre guide, parce que moi mon birman, il est inexistant. Et vous remarquez, donc on dirait qu'il y a de la neige dans le paysage, hein. Ça c'est le marbre blanc. Qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est des exploitations en roche dure. Donc ils extraient la roche dure, ils la broient et ils récupèrent les rubis qu'ils peuvent trouver dedans. Ça, c'est si vous avez beaucoup d'argent et vous pouvez vous payer une mine en roche dure. La plupart des gens ne font qu'essayer de nettoyer l'alluvion, comme je l'ai décrit précédemment. Alors ça, c'est des mines relativement mécanisées. Alors, dans le marbre bleu, on trouve des rubis. Vous voyez le charmant sourire du mineur, un petit peu teinté par la noix de Bethel. On trouve
aussi des saphirs. C'est assez étonnant, donc ça va être des roches au contact qui sont désilicifiées à cause du calcaire et qui ont précipité cette fois-ci du corindon bleu et non pas du corindon rouge. Mais on n'a pas réussi à en trouver sur place. Il y a très très peu d'exemples où on en trouve dans la roche-mère. Vous voyez, quand je dis que c'est une exploitation mécanique, la mécanique, elle est assez rudimentaire quand même. Hein. Donc ça, c'est des petits camions, et en fait, il y a un premier tri à la mine, et après ce qui reste, ils le vendent, prix dérisoire, à des familles ou des organisations diverses qui le retrient pour les choses plus petites. Hein, donc là, j'étais en train de négocier avec un des gars qui travaille là, parce qu'il avait quelques minéraux sur gang, qui pour un bon géologue est toujours une chose intéressante à récupérer. Donc en fait, on a fini par échanger nos chapeaux. Il a gardé ma casquette et j'ai eu son chapeau. C'est comme ça que ça s'est terminé. Là, vous voyez pourquoi j'aimais bien notre guide Jordan. D'abord, c'est l'homme le plus grand de la vallée. Donc il est une tête au-dessus de tous les vendeurs de rubis, vous voyez. Donc quand vous le cherchez, c'est facile de le trouver. Et puis surtout, il est d'excellents conseils pour les prix et les négociations. Quand on ne s'en sort pas avec quelqu'un, Jordan et c'est donc il arrive à voir les choses à juste prix et à conseiller si parfois on pense que ça vaut rien et que lui, il pense que ça vaut quelque chose. Il nous expliquait pourquoi. Donc, un homme indispensable, ce Jordan. Vous voyez, ça, c'est en fait, ils ont traversé une partie de la ville, vous voyez, une grande zone blanche, dans ce village plutôt, pour pouvoir mettre les déblais de la mine. Vous voyez, donc ça modifie vraiment le paysage quand même. Hein. Il n'y a pas de restauration à l'état initial. Et les femmes qui vendent se reconnaissent à leurs chapeaux, là, les chapeaux de paille. Alors là, ils sont en train de trier avec la fameuse lame de métal. Vous voyez, ils sont encore en train de trier sur cette immense zone toute blanche, on dirait de la neige. Alors, une autre mine industrialisée qui est assez connue, c'est la Dragon Ruby Mine, ou la Ruby Dragon Mine. Ça, ils ont les deux noms. Alors, un truc qui m'a vraiment sidéré, et si je vous montre la reconstitution en 3 dimensions de où se trouve le rubis, c'est-à-dire la zone qui est représentée par le noir, le bleu, le rouge, là, sur le diagramme tout à fait à gauche. Et ici, vous voyez qu'on a vraiment l'impression qu'on a une veine de rubis. Pourtant, on est dans les marbres. Eh bien, il semblerait que ce soit un plan, en fait. Alors, regardez, le géologue de la mine qui tient grand ouvert le plan. Alors ça, je ne comprends pas, et personne ne comprend d'ailleurs. Il y a une zone qui a l'air absolument rectiligne, parce qu'elle s'étend sur des kilomètres. Il y a plusieurs mines sur ce plan rectiligne, si vous voulez, qui a une épaisseur variable, environ 2 mètres, et dans lequel on trouve le rubis. Et donc, il y a plein de mines posées en différents endroits, et chaque mine suit, en fait, cette zone, cette épaisseur qui fait environ 2 mètres, qui s'étend latéralement, parfois 100 mètres, parfois beaucoup moins, parfois peut-être beaucoup plus, on ne sait pas. C'est vraiment étonnant, ça. Et personne ne comprend. Il y a des études géologiques, mais pas très poussées. Et il manque de moyens, les Birmans, quand même. Donc, et puis, il faut voir que, comme je vous l'ai dit, c'est un pays qui est complètement déchiré géologiquement. Donc, vous faites 10 mètres, ça change de roche, quoi. Donc ça rend pas le boulot du géologue facile. Hein. Alors, juste pour vous montrer la variété des roches, un marbre à spinel et graphite, parce que c'est la seule mine où le géologue avait fait une petite expo de ce qu'on trouve dans la mine. J'avais trouvé ça sympa. Alors, c'est souvent des marbres à graphite dans lesquels on va trouver le spinel. Là, c'est du sphène, de la titanite. Alors, du lapis lazuli. On trouve du lapis lazuli dans une mine de rubis. Ça fait bizarre. On trouve aussi de la scapolite. Ça, c'est un gros cristal de scapolite, y compris de la scapolite rose. Ça fait bizarre aussi. Tout ça dans la même mine. Hein. Alors là, vous avez les gros tas de marbre bleu. Vous voyez peut-être un petit peu mieux sur cette photo la vague nuance bleue. Non, bon, c'est normal. Alors les sacs faits à partir de pneus recyclés qui servent à remonter, en fait, même dans les mines industrielles, ils les remontent dans des sacs de cette dimension-là. Hein. Ils n'ont pas de bande transporteuse ou quoi que ce soit, ou de chargeur, ou de wagonnets. Alors, si à la Dragon Ruby, ils ont quelques wagonnets, mais la plupart du temps, tout est transporté dans des sacs de cette taille-là. C'est broyé, sur des broyeurs excentriques tout à fait banals, et ensuite, c'est trié par des petites mains et des gars hyper rapides, et c'est vraiment étonnant quoi, à voir. Bon, c'est bruyant aussi, voilà les gars qui sont en train de trier, et ils ratent presque rien, et il faut dire aussi qu'ils ne trouvent pas grand-chose.
Toute la matinée qu'on y était, ils ont trouvé quelques petits bouts de rubis absolument pas gemmes, c'était tout, quoi. Voilà, alors ça, c'est le coffre-fort qui tient dans la main, le gars. Ça, hein, il y a un trou dans un gros truc d'acier, et voilà, c'est le coffre-fort. Il y a tout un protocole pour l'ouvrir, etc. Et ça, vous voyez, c'est le déblai, si vous voulez, qui s'étend dans la vallée. Vous voyez, alors, vous avez envie de sortir les skis, là. Là, c'est dans une autre mine, c'est la mine de Datao, qui est un peu, pas tellement plus mécanisée. Hein, ils sortent tout encore avec des espèces de seaux là, en pneus recyclés. Et alors, la sécurité dans les mines, c'est assez drôle là-bas. Alors, si vous regardez bien le porion, le contremaître, là, qui est en vert, là, il a un sillard dans les mains. Déjà, ça fait bizarre dans une mine. Et puis, si vous regardez ses pieds, eh ben, il a des flip-flops. Hein, pas des chaussures de sécurité comme il devrait avoir. Alors, vous regardez les étrangers, ils sont bien équipés. Mais les locaux, que dalle. Alors, on a essayé de casser du caillou. Là, on est au fond de la mine. Et on a trouvé des petits cristaux de rubis millimétriques dans de la calcite un peu transparente. Voilà. 2 mm, c'était déjà gros. C'était tout ce qu'ils exploitaient ce jour-là. Et alors, là, oui, ce que je fais semblant de fumer, en fait, c'est un bâton de dynamite. Parce qu'ils font leur propre bâton de dynamite aussi. Ils font leurs propres explosifs. Et il y a un côté artisanal assez sympa. Alors, on a pas mal parlé des rubis. Parlons un peu des saphirs. Les saphirs, ils ont des couleurs magnifiques, hein, couleur bleue. Alors là, j'ai retenté le coup de vous mettre un spectre, hein, on ne sait jamais, ça peut peut-être marcher. Donc vous voyez qu'en fait, le maximum de transmission, il est dans le bleu et dans le violet. D'où la couleur légèrement violacée en fait, de ces saphirs de Birmanie, hein, qui fait un peu leur réputation. Alors, on les trouve dans quoi? Eh bien, c'est extrêmement variable. Les gens nous disent on le trouve dans le marbre, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent dire, les mineurs pas ça, c'est on le trouve dans la roche blanche. Alors, en cherchant bien, on en a trouvé quand même un, là, qui est dans le bouquin, que vous voyez là. Et en fait, c'est un feldspath. C'est-à-dire c'est le produit de la réaction, probablement, du granit, hein, il y en a plein dans la région, voire d'un gneiss qui est pas très différent minéralogiquement, dans un contact avec les calcaires, ceci sous haute pression, haute température, avec des fluides qui circulent, ça réagit et ça vous forme le saphir. Donc ça, c'est celui-là, il avait une très belle couleur, malheureusement, il n'était pas gemme. J'en ai mis un gemme au-dessus pour me rattraper. Et ils ont des formes qui vont du prisme à 6 côtés que vous pouvez voir encore dans l'expo, là, jusqu'à des formes qui rappellent ce qu'on appelle les bipyramides hexagonales, qui est la forme tout à fait en haut, là, et qui rappellent tout à fait les formes des saphirs de Ceylan, par exemple. Alors, la couleur bleue, elle est due à l'association du fer et du titane. Ce n'est pas d'ailleurs entièrement bien compris, mais c'est sûr qu'il faut du fer et du titane. Et le côté un peu velouté de ces saphirs est dû à la présence de ce que vous voyez bien dans la photo d'inclusion en bas à gauche et en haut à droite, ce qu'on appelle des poussières de rutile. C'est toujours sur rutile, cet oxyde de titane, mais là, il est disposé en tout petits cristaux. Alors, personne n'a vraiment regardé de très près, d'ailleurs, quelle forme ça avait ou quoi. Mais du coup, ça envoie la lumière un peu de tous les côtés, ça diffuse la lumière, et ça donne un côté velouté un petit peu à la couleur du saphir. Alors, évidemment, s'il y en a de trop, c'est complètement opaque. Et puis sinon, vous trouvez des soies de rutile en haut à gauche relativement banales, et puis divers autres types d'inclusions qu'on est habitué à trouver dans les corindons. Donc, c'est jamais qu'un saphir un petit peu comme les autres, à part que la couleur est vraiment fantastique. Alors en fait, le seul vrai gisement de saphir qui fonctionne, je dirais, industriellement actuellement, à part des petits gisements artisanaux qui vont vous sortir un saphir de temps à autre, c'est le gisement de Beaumar, qui est une découverte relativement récente, ça a 10 ans à peu près, le gisement de Beaumar. Et là, comme vous pouvez peut-être le deviner sur la photo, ils sont en train d'attaquer la montagne, hein, carrément. Et là, ils y mettent les moyens, ils ont des excavateurs, alors ils enlèvent la montagne par-dessus et en même temps, ils l'explorent par en dessous en faisant des tunnels et en descendant en profondeur. Donc là, vous avez peut-être une meilleure perception du fait qu'ils sont en train d'enlever quasiment la montagne. Et voilà quelques-uns des tunnels dans lesquels on est allé. Alors on retrouve du marbre, et puis juste à côté des roches qui n'ont rien à voir avec le marbre, genre syénite par exemple.
ce qui explique probablement la présence de saphir. Et puis quand on s'est baladé sur le terrain, bon, il y en a deux d'entre nous de l'équipe là, qui sont descendus très en profondeur. Et puis moi, le photographe, on s'est dit, bon, on va faire des photos du site et tout ça. Et on s'est baladé. Alors on a trouvé dans la mine de Bois une péridotite qui se baladait, toute bousillée, toute grosse action de fluide, hein, puisqu'elle tombait en poussière quand on la prenait. On a trouvé des pegmatites, amica, tourmaline, etc. Enfin, donc un tas de roches, tout ça presque au même endroit, qui est un gisement de saphir, dans lequel vous ne trouvez pas vraiment de roches, dans lequel vous attendez à trouver du saphir. C'est assez étonnant cet endroit. La géologie change tous les 10 mètres, donc parfois on a un petit peu du mal à saisir. Mais là, vous voyez bien cette roche blanche, là c'est essentiellement du marbre à graphite, comme on en trouve partout ailleurs. Alors là, c'est dans les bâtiments de la société. Vous voyez, ils vendent les saphirs triés. Bon, ce jour-là, il y en avait un assez joli. Là, je photographie à côté de ma loupe pour donner l'échelle. Vous voyez Kennedy qui est en train d'acheter des lots. Il y avait d'autres gens qui étaient là, qui triaient des lots plus petits. Généralement, on trie par couleur, par grosseur, etc. Voilà quelques exemples. Alors à droite, à gauche, le matériau absolument typique de cette mine qui est un peu foncé quand même. Mais en petite pierre, c'est très joli. Et puis, de la même mine, vous voyez, des brutes qui sont très claires et des pierres qui sont très claires. Et puis, une pierre qui est jaune, vous voyez, jaunasse, on va dire, là-haut. Tout ça vient du même endroit. Bon, l'explication, on ne l'a pas, on se doute un peu de ce qui se passe. En fait, c'est l'extrême variété de la géologie qui explique tout ça. Alors, ici, ce qui aurait pu être une mine de saphir, mais qui ne l'est pas, parce qu'il y a un très beau temple dessus. Piattat. Alors tout le monde dans la vallée de Mogok va à ce temple-là, il est magnifique. Vous voyez, il est perché sur un éperon de marbre, hein, du marbre blanc mais qui est noir à l'extérieur. Et vous voyez, on monte par des escaliers jusqu'au sommet où il y a le temple avec plein d'offrandes. C'est très très beau. C'est bourré de pierres précieuses. Et puis il y a des trous par terre là. On demandait à Jordan, notre guide, on dit pourquoi il y a des trous. Il dit parce que c'est un des plus beaux gisements de saphir qui existent, à part qu'on ne peut pas l'exploiter parce que c'est sur un terrain sacré. C'est bête, hein? Alors il y en a qui, la nuit, viennent creuser un peu en espérant trouver le saphir, etc. Mais si on ne vous met pas au courant de la situation, vous le ratez, mais c'est dommage. Bon, alors c'est un lieu touristique, par contre, là, vous voyez pourquoi. Alors il y a plein de mines très industrialisées, vous voyez, avec ce côté très plat, ils ont tout rabattu, etc. Ça c'est en sommet de côte. Les mines Yadanashi, il y en a 3 qui s'étendent le long de cette espèce de plan que je vous ai montré là tout à l'heure, de plan qui contient le rubis. Donc il y a 3 mines, c'est des investissements japonais et chinois. Alors là, ils ont des sous, hein, vous voyez, ils ont des gros excavateurs Hitachi. C'est pas le petit gars qui va chercher avec un seau au fond de la mine le gravier gémifère, pardon. Hein, donc c'est des gens avec beaucoup de surface financière. Alors là, c'est la taille d'une piscine. Et si vous remarquez dedans, il y a des gars protégés de l'eau. Alors ils ont des gros jets. Hein. Alors tout tombe après les concasseurs dans la piscine. Vous avez, pour arrêter les gros morceaux, vous avez cette grille, là, ce qu'on appelle un grizzly en termes miniers, pour arrêter les gros blocs. Et puis tout ce qui passe au travers de ces trous, qui sont quand même pas petits, hein, ils font 5 à 8 cm, ils ne sont pas très réguliers d'ailleurs. Les gars les poussent avec les jets à l'intérieur, là, et puis ça part après dans ce qu'on appelle un jig. C'est quelque chose qui secoue l'eau, si vous voulez, de façon à faire tomber tout à fait au fond les choses les plus denses, et puis les choses les plus légères restent en surface, surnagent et s'écoulent. Et ce qui est le plus dense reste au fond. Donc, alors là, c'est un triple jig, ce qui est quand même une combinaison pas commune. Hein, vous voyez, il y a 3 niveaux qui descendent là. Et donc, à la fin de la journée, ils arrêtent, ils récupèrent tout ce qu'il y a au fond de ce dispositif, donc toutes les choses les plus lourdes, et ils le trient à la main. Donc, il y a un premier tri par gravité, si vous voulez, et un deuxième tri à la main, toujours pareil, avec leur petite lame métallique, leur petit banc, leur petit balai en bout. C'est le très industrialisé côtoie le très artisanal quand on en est au tri. Puis voilà, les gars qui sont en train de trier en bout de chaîne. Et après, ça tombait, vous voyez que la vallée est assez profonde, à cet endroit, ça se devine. Ça tombe beaucoup plus bas. Vous avez une petite famille qui exploitait les rejets, on va dire tout simplement, hein, tout ce qu'ils ont laissé échapper.
Ils en vivent, c'est ça qui est extraordinaire. Donc en réalité, ça cache quand même une structure sociale qui est assez étonnante à Mogok. Il y a des gens très riches, mais ils considèrent qu'ils ont un rôle social important, donc ils s'arrangent pour que tout le monde puisse vivre des déchets, si vous voulez. Eux, ils gardent les belles pierres, mais le reste, ça va de façon plus ou moins directe à d'autres. Donc personne n'est dans la vraie misère à Mogok. Alors, ils ne sont pas riches, beaucoup, mais c'est assez étonnant de voir ce système opérer. Et puis les gens qui sont très riches n'ont pas l'air très riches, en fin de compte. Ils ne se baladent pas en costard-cravate à Mogok. Par contre, il y a une épicerie à Mogok où vous pouvez trouver des très bons Bordeaux à $100 la bouteille. Ce qui vous montre le contraste qu'il y a sur place, qui est quand même étonnant. Alors, il y a plusieurs marchés dans la région de Mogok, alors qui se tiennent soit le matin, soit l'après-midi. Bon, il y en a un qui est très célèbre, c'est le Mogok Gem Market. Ici, vous voyez un très beau saphir qu'on a vu là. Alors, quand même, en tant que cristallographe aussi, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une photo de la façon presque cristallographique dont sont rangés les scooters ou les motos à l'entrée du marché. C'est-à-dire qu'ils utilisent l'espace au maximum. Donc, c'est pas la pagaille. Alors, vous allez voir des saphirs, mais pas extraordinaires. Les très beaux saphirs, ils sont déjà vendus quand ils sont trouvés, avant d'être trouvés même. Donc, on voit des saphirs comme ça, un peu clairs, celui-là. Alors là, c'est le même, en fait. C'est l'effet du pléochronisme. Vous voyez, il n'a pas été taillé dans la bonne direction. Quand vous le mettez à l'envers, il a une plus jolie couleur que quand vous le mettez à l'endroit. Ça, c'est que la personne l'a mal taillé, en fin de compte. Alors, c'est le marché qui s'appelle aussi les parapluies. Vous voyez pourquoi? C'est des parapluies qui sont à l'extérieur bleus. Ce n'est pas vraiment des parapluies, c'est des parasols renforcés, si vous voulez. Dessous, il y a des tables, il y a les chaises autour des tables. Les gens s'assoient, s'ils veulent acheter, et ils attendent qu'on vienne leur montrer des trucs. Et les marchands circulent. Et souvent, ils sont très hospitaliers. Ils vous amènent une assiette de poulet grillé ou des mandarines. Ils sont très, très gentils. C'est vraiment des gens sympas. Ah ben là, vous voyez, les mandarines. Alors ça, c'est James Bone, dont on a vu la mine en tout premier, là. Et James, il est connu comme étant acheteur. Donc, lui, il s'assoit. Et en fait, les mandarines, il a envoyé les chercher parce qu'il y avait nous. Donc, Fabien à nous recevoir. Donc, alors, il les mandarines. Et vous voyez, les gens se pressent autour de lui avec des petits paquets. Il lui montre, ça t'intéresse, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il regarde tout. S'il y a un gars qui a l'air particulièrement miséreux, etc., il regarde aussi, il regarde tout le monde. Il y a une certaine égalité de chance. Alors voilà, un saphir qui était plutôt pas mal, un peu clair, mais photographié sur la table, vous voyez, donc c'est des conditions d'achat quand même un peu hors du commun, quoi. Là, un saphir étoilé. Je vous ai parlé de ces soies tout à l'heure, qui, parce qu'elles sont orientées, pas du tout au hasard, mais suivant la structure du minéral, en fait, peuvent former par réflexion de la lumière cet aspect d'étoile. Alors la pierre vaudra d'autant plus cher qu'elle est bien bleue, qu'elle est relativement transparente, elle ne peut pas l'être totalement, parce que, à cause des réflexions de la lumière sur les soies, que l'étoile est bien formée, bien belle, et qu'elle est bien centrée. Donc ça fait pas mal de critères de qualité. Et celui-là est pas mal du tout. Alors ça, par contre, j'avais jamais vu. C'est un saphir jaune étoilé. J'en ai jamais vu d'autres, j'en avais jamais vu avant, j'en ai jamais vu après. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas, si vous voulez, ce n'était pas dans mes prix de toute façon. Mais même les gens avec qui j'étais n'ont pas acheté. J'étais un peu surpris parce que c'est une vraie rareté. Alors, les rubis que vous allez voir au marché de Mogok, c'est généralement des rubis pas très très beaux, souvent petits, ou alors du brut. Alors là, si vous voulez des cristaux de rubis sur marbre, là, il y a tout ce qu'il faut. Malheureusement, vous n'avez pas le droit de les sortir de la vallée, soit dit en passant, et à l'aéroport de Mandalay, on vous arrête et on vous les pique. Vous avez le droit de sortir que des pierres taillées, curieusement, pas le brut. Alors voilà le marché vers la fin du marché. Vous voyez que tout autour, il y a, là on vend des victuailles, on voit la jungle derrière, parfois un petit peu rabotée par une mine. Et puis les tables de négociation devant, c'est la fin du marché. Alors un autre que j'aime beaucoup, c'est le Mogok Crystal Market. C'est le matin, dans une rue, et ça s'appelle aussi le Cinéma Market, parce que dans cette rue, il y avait un cinéma dans le temps. Et en fait, là, vous voyez, c'est très simple. On s'assoit sur le trottoir, on met un espèce de drap blanc ou quelque chose comme ça par terre, et on pose ce qu'on a à offrir, vous voyez. Alors là, c'était des photos, j'étais allé en décembre 2013,
Donc en décembre, il fait froid là-haut. On oublie, mais on est quand même relativement en altitude. Les sommets là-bas dépassent les 2000 mètres quand même. Et alors, il y a un truc où il aurait vraiment fallu écrire un bouquin là-dessus. J'ai essayé de convaincre notre photographe, mais il n'avait pas le temps de s'intéresser à ça. Regardez leurs bonnets de laine comme ils sont mignons. Regardez ça, la dame, elle vend des rubis et des saphirs, et moi je regardais les bonnets de laine en me disant, mais c'est d'où ils les sortent ceux-là? C'est pas possible, j'en ai même pas vu des comme ça à Nantes ou à Paris ou ailleurs. Alors il devrait y avoir un ouvrage de sociologie à faire sur les bonnets de laine de Mogok. Mais regardez, ils vendent aussi des rubis, des saphirs, des spinels, et puis des tas de trucs, des galets, des météorites, ce qu'on appelle les australasites pour les connaisseurs, il y en a plein. Des perles de caverne, il y en a plein et des superbes. Évidemment du péridot, du feldspath, alors des pierres de lune par exemple en feldspath, des choses rigolotes comme l'acmanite, c'est une sodalite, une roche qui change de couleur quand vous la mettez sous les UV. Donc vous la mettez à la lumière, elle va devenir pourpre, vous la retirez de la lumière, elle va redevenir incolore. Une roche un peu jouet si vous voulez, quelque chose qu'on est en train d'étudier d'ailleurs. Donc il y a énormément de choses sur ce marché. Donc vous voyez, le vert, là, ça doit être les péridots. Le bleu, c'est sûrement du saphir. Puis vous avez des... Moi, j'appellerais ça du caillou, là, vous voyez. Ils essayent de vendre tout et n'importe quoi. Ça peut peut-être intéresser quelqu'un pour faire une sculpture, on ne sait pas. Donc, vous voyez, moi, en train de me balader là aussi. Alors, toujours présenté, quand ils ont un peu plus d'argent, sur des plateaux qu'ils appellent en cuivre. En fait, c'est du laiton. Parce que ça rend la couleur plus chaude, notamment pour les rubis et les spinels. Ils mettent rarement les saphirs dessus. Et là, vous avez une vendeuse, alors avec son chapeau de paille typique, avec le produit qu'ils utilisent comme fond de teint là-bas, qui est assez traditionnel. Ça, c'est une personne qui parlait l'hindi. Et comme notre photographe, lui aussi, parlait hindi, ils se sont bien entendus. Donc, on a de bonnes photos d'elle. Juste pour conclure, il n'y a pas que à Mogok qu'on trouve des rubis. Il y a d'autres endroits en Birmanie, mais c'est au nord-est de la Birmanie, en territoire Shan. Alors je ne sais pas si vous écoutez un peu ce qui se passe en Birmanie de temps à autre, mais c'est un territoire où les Shans sont plus ou moins en révolte contre le gouvernement central. Donc les Birmans peuvent y aller et encore prudemment, mais pas vraiment les Européens. Ils ont pu à une époque, il y a un an où ils ont pu y aller. Bon. Et il y a des très jolis rubis qui se trouvent dans la zone de Namia. Il y a aussi de très beaux spinels là-bas. Et donc, on nous avait amené quelques lots pour nous montrer de rubis et de spinels de Namia. Vous voyez, des petites choses, mais de fort jolies couleurs. Juste pour vous dire que non seulement on trouve de tout à Mogok, mais on trouve encore des beaux rubis en dehors de Mogok. Et il y a vraiment énormément de choses. Et puis, pour finir, on ne s'en lasse pas de regarder le lever du soleil sur Mogok, la brume qui se lève de la jungle. Ouais, j'arrêtais pas de prendre des photos de ça parce que je trouve ça très très beau. Puis il y a plein d'autres charmes cachés. Vous avez là-bas de très bonnes choses à manger, ça compte pour les Français. J'ai vu sur le bord de la route, ils mettent, comme pour les pierres, ils mettent un drap, puis ils posent les légumes à vendre sur le bord de la route. Un chou-fleur comme ça, de quoi faire pâlir un breton. Et ils mangent beaucoup en salade le vert des choses de la famille des pois. C'est très très bon en salade. Enfin, il y a plein de trucs à découvrir là-bas. Alors, évidemment, ils ont une alimentation à base de pâtes de riz. Une spécialité, enfin, ce qu'ils adorent à Mogok, c'est tout ce qui est frit. Vous voyez, alors, sur le bord de la route, dans la ville, vous avez plein de trucs frits, vous voyez, avec des grosses lessiveuses pleines d'huile bouillante. Et bon, c'est un petit peu plus difficile à digérer pour l'occidental moyen, mais eux, ils ont l'habitude, donc ils n'en souffrent pas. Ils adorent ça, de tout, frit, de tout, y compris des insectes d'ailleurs. Donc c'est vraiment un lieu qui sort de l'ordinaire. Il n'y a pas que les rubis et les saphirs, mais les rubis et les saphirs, ils sont vraiment pas mal. Et voilà, c'est fini. Alors si vous voulez, il y a le... C'est le Labo des Savoirs.